et bienvenue. Honneur et respect à vous tous. Madame la députée Marie-Christine Verdier-Joucla, chère marraine, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les diplomates, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, je me présente. Je suis Naïma Mourir, présidente de l'Association internationale L'Ambassadrice, organisatrice de cet événement en partenariat avec notre Assemblée nationale. Au sein de cette salle historique, cette belle salle historique, je tiens à remercier infiniment notre marraine pour son parrainage, sa disponibilité et son accueil, ainsi que tous ses collaborateurs. Aussi, je remercie M. Castaner, président du groupe de l'Amitié France-Maroc, pour son soutien. Merci à vous toutes et tous pour votre disponibilité. Merci à tous les intervenants pour leur implication et leur dévouement. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu présent à notre conférence de la 7e édition de la Marche de l'Histoire et la Mémoire France, Maroc, Israël, Histoire commune, Mémoire commune, sans mêler. Cette édition coïncide cette année avec le 103e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 77e anniversaire des manifestes de l'indépendance du Maroc, du 76e anniversaire de la libération de la France, du 73e anniversaire de la proclamation de l'État d'Israël, du 65e anniversaire de l'indépendance du Maroc, du 46e anniversaire de la Marche verte et du 22e anniversaire de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, que j'appelle le roi bâtisseur de la paix entre Israël et le Maroc, avec la signature des accords d'Abraham depuis le 22 décembre 2020, ainsi que son humanisme, sa générosité et sa solidarité avec l'Afrique, l'Europe et d'autres pays. L'objectif de cette édition de la Marche de l'Histoire et la Mémoire est de partager et transmettre des valeurs communes entre notre France et nos pays et continents d'origine, des valeurs de la solidarité, la fraternité, la paix et le mieux vivre ensemble à la jeunesse et aux générations de demain. Aussi, c'est un grand hommage que nous rendons aujourd'hui au général de Gaulle, au grand compagnon de la libération de la France, le sultan Mohamed V du Maroc, et à tous les anciens combattants et résistants morts pour la libération de la France et une partie de l'Europe, soit français, marocains, africains, américains ou d'autres nationalités. Et nous confirmons tous ensemble à nos aînés, nos héros, que nous sommes sur leurs pas. Hier, eux, ils ont libéré la France. Et aujourd'hui, nous sommes là, sur leurs pas, pour participer tous ensemble à son développement, à son rayonnement, et maintenir ses liens historiques et ses relations ancestrales avec ses alliés et ses partenaires historiques, le Royaume du Maroc, l'Afrique, Israël, l'Asie
l'Amérique et tous nos continents respectifs. Et avant de donner la parole à notre marraine, je vous remercie, s'il vous plaît, de respecter une minute de silence à tous nos héros morts pour la libération de la France. Merci. Merci à tous. Et la parole à notre chère marraine, Madame la députée Marie-Christine Verdier-Joclat. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Naïma. Madame la Présidente, Monsieur le maire adjoint, chers collègues députés, chère Constance, Mesdames, Messieurs les diplomates, Mesdames, Messieurs, je commencerai déjà à vous prier de m'excuser parce que je dois examiner un texte de loi ce soir et je serai obligée de vous quitter à 19 h, mais je vous laisse au bon soin de toute façon de votre présidente et puis mon collaborateur restera là jusqu'à la fin. Et puis d'excuser aussi effectivement Christophe Castaner qui n'a pas pu se joindre à cet événement mais qui le regrette fortement. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui dans cette salle de Colbert de l'Assemblée nationale et je tiens à vous remercier de l'honneur que vous me faites, que vous nous faites, pour m'avoir proposé d'être marraine de cette conférence de l'ambassadrice. Vous avez choisi de consacrer cette conférence aux relations donc, entre la France, le Maroc et Israël, un thème qui m'est cher à plus d'un titre. Vice-présidente du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale, je suis aussi membre du groupe d'amitié France-Israël. À ce titre, j'ai à cœur, avec les collègues députés, d'entretenir nos relations d'amitié, de reconnaissance et de fraternité entre nos deux pays, enfin entre nos pays. Mais il existe des raisons plus personnelles qui expliquent mon choix de rejoindre ces groupes d'amitié, un choix qui ne doit rien au hasard et qui s'appuie beaucoup sur mon histoire familiale. Ma mère est née au Maroc, issue d'une famille marocaine juive, installée à Marrakech, qu'elle a dû quitter au moment de ce qu'on appelle pudiquement les événements. Aussi, vous comprendrez l'émotion que je peux ressentir en étant avec vous ce soir pour l'ouverture de cette conférence dédiée aux relations entre la France, le Maroc et l'Israël. Je vais régulièrement au Maroc, à chaque fois que je peux, et j'ai eu la chance aussi de pouvoir aller 2 fois en Israël. Ce rendez-vous intervient presque un an jour pour jour après que le Royaume du Maroc et l'État d'Israël ont décidé de reprendre leurs relations diplomatiques. Le Maroc et l'Israël sont tous deux des pays amis et des partenaires stratégiques pour la France. Et je salue votre initiative qui s'inscrit, Madame la Présidente, chère Naïma, avec votre association internationale, l'ambassadrice, dans les actions que vous menez pour, et c'est l'objet de votre association, développer et promouvoir toute activité humanitaire, éducative, culturelle, socioculturelle et économique des peuples du monde, en France, ainsi qu'au Maroc, en Afrique et ailleurs. À travers les différentes tables rondes de la conférence de ce soir, vous avez prévu d'aborder les questions de coopération socioculturelle et économique et de coexistence et mieux vivre ensemble. Certains de mes collègues députés participeront à ces temps d'échange qui, je n'en doute pas, seront riches d'enseignements. Je ne serai pas plus longue, je vous le redis, je suis particulièrement touchée par cette initiative qui permet de rapprocher un peu plus la France, le Maroc et l'Israël. Nous partageons des histoires et des richesses communes. Nous nous retrouvons également ensemble pour des enjeux auxquels le monde contemporain est confronté. Des soirées comme celle-ci permettent d'échanger autour de ces enjeux pour partager nos points de vue, mais aussi faire avancer nos intérêts communs. Je vous souhaite donc une excellente conférence.
Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Je me présente rapidement, Constance Legris, députée des Hauts-de-Seine. Alors, je n'ai pas le privilège ni l'honneur d'être marraine de cet événement parce que vous le savez peut-être, ou peut-être ne le savez pas, la salle dans laquelle nous nous retrouvons réunis ce soir, la salle Colbert, pour moi, ça n'est pas un gros mot que de continuer à appeler cette salle la salle Colbert, je dis ça en passant, et la salle où traditionnellement se réunit le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, donc le groupe La République en marche, auquel appartient ma collègue Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui de ce fait, et après avoir reçu l'assentiment du président Castaner, peut marrainer cet événement en mettant à disposition ce lieu tout à fait prestigieux où c'est joué, croyez-moi, mon déjà assez long parcours politique et parlementaire peut en attester, où c'est joué une grande partie de l'histoire contemporaine de notre République. Alors, je veux également remercier Naïma Mounir, que je connais bien. Nous habitons dans les Hauts-de-Seine, nous sommes quasiment voisines, puisque elle habite et son association est je dirais, placée, inscrite dans ma circonscription, la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, Neuilly-sur-Seine, pour ne pas la nommer. Nous avons très souvent eu l'occasion de discuter ensemble, de nous croiser, d'échanger, de participer ou de monter des éléments communs. Donc c'est pour moi un vrai plaisir que d'avoir, même si c'est rapide, pu répondre à l'invitation de la présidente de l'association internationale, l'ambassadrice. Et comme ma collègue Verdier-Jouclas, je vous prierai de bien vouloir m'excuser parce que je serai contrainte de partir, ayant d'autres réunions qui s'enchaînent. Mais je suis également très heureuse, par-delà l'amitié que j'ai pour Naïma, d'être ici ce soir parce que, un peu en, je dirais, en miroir de ce que vient de dire Marie-Christine Verdier-Jouclas, je suis moi également membre ici à l'Assemblée nationale française du groupe d'amitié France-Maroc et très impliqué parce que secrétaire, c'est-à-dire membre du bureau du groupe d'amitié France-Israël, deux pays que je connais bien, où j'ai eu l'occasion de me rendre à de nombreuses reprises et ce depuis fort longtemps. Et donc toute manifestation, tout événement visant à tisser, retisser, approfondir, mettre en lumière les liens, les intérêts convergents et les comment dire, oui, parfaite convergence de vues sur un certain nombre de grands sujets du moment entre, par exemple, la France, le Royaume du Maroc et l'État d'Israël me sont des moments et des événements particulièrement importants. Je ne veux pas être trop longue, je pense que vous aurez une soirée dense et des échanges de vues éclairants et nourrissants, si je puis dire. Je termine par quelques petits propos sur les accords d'Abraham. J'ai une profonde admiration pour, de manière générale, je dirais, la politique étrangère du Royaume du Maroc. Et nous savons, nous, Français, comme sur un certain nombre de sujets, nous pouvons compter absolument de manière déterminée sur le soutien du Royaume du Maroc, mais également sur l'expertise, le savoir-faire, l'expérience qu'a le Royaume du Maroc dans de nombreux domaines, et je ne fais pas allusion qu'au domaine sécuritaire et de lutte contre le terrorisme, bien sûr, mais enfin, j'ai ça bien présent à l'esprit. Et je suis particulièrement, j'avais été particulièrement heureuse et reconnaissante de voir effectivement que le Royaume du Maroc faisait partie des premiers signataires des accords d'Abraham. Je crois qu'il y a là une mission historique, une responsabilité historique à laquelle le roi du Maroc ne s'est pas dérobé, bien évidemment. Et on a encore, je pense, peine à imaginer, en tout cas dans notre pays, la France, on va essayer de voir comment s'y employer, je dirais en toute objectivité, en toute simplicité, mais quand même avec détermination, on a encore, je crois, peine à imaginer l'importance géopolitique et stratégique majeure que représente la conclusion des accords d'Abraham, qui sont vraiment une chance, une opportunité, une carte pour la paix absolument décisive, absolument décisive. Donc tout ce qui peut être fait pour nourrir le dialogue, les échanges de vues, bien sûr, mais également renforcer la connaissance et la communication sur l'importance et la densité de toutes les dimensions des accords d'Abraham, et particulièrement de la relation entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël,
fait partie, je dirais, d'une œuvre d'absolue nécessité. Voilà, très bonne soirée, très bons échanges à vous. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup, Madame Constance Le Grip. Et maintenant, il arrive à temps. Bonjour Nelma, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup. Alors, vous avez la parole, Monsieur le député. Oula! Non mais je veux vous dire, je serai extrêmement bref. Ma chère Nelma, je souhaitais à tout prix être là. J'ai tout décalé pour être là. Je suis tellement heureux en tant que juif, en tant que français, en tant que personne dont les parents ont vécu dans des pays arabes, de voir aujourd'hui le rêve devenir réalité. De voir aujourd'hui une paix, une vraie paix, qui est en train de se faire entre Israël et beaucoup de pays arabes, et en particulier peut-être le plus beau des pays musulmans et arabes, puisque le roi est le guide des croyants avec le Maroc. Alors il y a toutes les occasions du monde aujourd'hui d'être là. Mais aujourd'hui, ces rencontres, on ne pouvait pas les rêver il y a encore quelques années, 10-15 ans de cela. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ma chère Naïma, d'être avec mes collègues, ma chère Constance, mais tous mes collègues ici présents, c'est un bonheur absolu. Je suis heureux d'être là. Il y a toutes les occasions du monde, tous les anniversaires qui sont aujourd'hui commémorés. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous êtes tous, on a dû vous le dire à tous et toutes. Mais le symbole est tellement important. Les Juifs et les musulmans ont vécu pendant des siècles et des siècles comme des frères. Vous savez, quand moi je me balade dans la rue, je ne fais pas suédois ni viking. Les gens ne savent pas, se doutent bien que mes origines sont méditerranéennes. Et nos parents, mes parents, même si moi j'ai vécu à Paris, ont vécu pendant des siècles et des siècles. Moi j'ai parti en Tunisie, parti à Tripoli, parti en Italie. C'est le destin du peuple juif. Et il y a tous nos frères juifs marocains qui ont été accueillis jusqu'à aujourd'hui, les bras ouverts. Et les plus belles communautés juives au monde, c'est la communauté marocaine qui a été accueillie à bras ouverts par le Maroc. Et je tiens à rendre un hommage vibrant à tous les monarques, à tous les rois du Maroc, tous qui pendant la guerre ont préservé leurs juifs, et jusqu'à aujourd'hui, on vient de signer un accord historique avec l'État d'Israël qui reste, je le dis, le certificat d'assurance vie du peuple juif, et qui fait que, avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble de l'humanité, la Shoah ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui grâce à l'État d'Israël. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'il va y avoir des vols directs qui vont avoir lieu et hier j'étais à une soirée sur les Champs-Élysées pour aussi fêter la réconciliation entre Israël et le Maroc, c'est un bonheur absolu, je le dis avec mes mots, avec la force qui est la mienne en tant que représentant des 180 000 Français d'Israël, mais aussi en tant que membre de la communauté française, de la communauté des Français juifs qui ont grandi dans ce pays. Merci, ma chère Naïma, d'avoir organisé ce colloque aujourd'hui. Je ne veux pas être long, c'est simplement pour vous dire à quel point c'est un honneur et un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir organisé ce colloque. Et maintenant, on va commencer. Merci beaucoup, merci ma chère marraine, merci mon cher frère et député Meyer Habib, merci cher député Constance Le Grip. Et maintenant, on va commencer la première table ronde qui sera présidée par M. Simon Skira avec notre colonel, bien entendu, notre colonel.
Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les présidents, les participants, je suis Simon Skira. Alors ce soir je n'ai pas de problème, et pour moi c'est une grande fête, parce que j'ai 3 passeports. J'ai un passeport français, j'ai un passeport israélien, j'ai un passeport marocain depuis une vingtaine d'années. Alors, moi j'ai quitté le Maroc à l'âge de 15 ans et je suis allé directement en Israël en 1967 et j'ai toujours voulu garder le lien avec la France parce que j'ai cru en la France et j'ai cru en sa force d'instaurer la paix. D'ailleurs, une des choses magnifiques qui ont été faites ces dernières années, c'est que l'ambassadrice de France, son Excellence Hélène Le Gall, qui était ambassadrice en Israël, est passée directement à Rabat il y a 2 ans, et j'ai dit, la paix est là. En tous les cas, en Israël, j'ai voulu garder mon français pour garder le lien avec la France et garder mon lien avec le Maroc. Et donc, j'ai utilisé les centres culturels français. J'ai étudié à l'université Ben Gurion la chaire de français, et j'ai, dans ma peine, que je ne pouvais pas organiser des jumelages avec le Maroc, alors j'ai organisé un jumelage entre Beersheba et Lyon en 1978. Et depuis, ce jumelage marche en attendant la paix. Et voilà, aujourd'hui, j'habite la France depuis 20 ans. Je suis chargé de mission pour Grande École pour la Paix, c'est-à-dire l'enseignement de la paix dans les universités. On peut être ingénieur, on peut être philosophe, mais la paix doit être à côté. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en 2 ans à plus de 35 écoles. Je reviens d'un voyage extraordinaire au Chili, organisé avec l'appui de Madame l'ambassadrice du Maroc à Santiago du Chili pendant 3 semaines. Elle m'a aidé à introduire les universités chiliennes et c'était beau. C'est beau parce qu'il y avait le Maroc, il y avait moi avec la France, il y avait les universités chiliennes et qui ont accepté tout de suite de jouer le jeu. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1995, j'ai fondé à Tel Aviv l'association d'amitié Israël-Maroc. Et j'y ai cru, et quelques années après, il y a eu le premier accord entre le Maroc et Israël, et qui a tenu 5 ans, mais nous avions échangé des groupes entre le Maroc et Israël. Ce qui revient à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le protège, c'est le fait qu'il y ait des vols, des possibilités de rentrer au Maroc, même en tant qu'Israélien, avec des passeports israéliens, pendant toutes ces années. Et ça a été formidable. Ça nous a laissé garder le lien avec Israël, malgré les difficultés, malgré de dormir une nuit à Francfort, se lever à 4 h du matin, changer d'avion, etc. Pendant 20 ans, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, nous avons, comme l'a annoncé monsieur le député Habib, qu'il y a des vols directs. Et j'ai participé au premier vol direct Tel Aviv-Marrakech, et j'ai fait déjà ce que j'appelle le triangle d'or, Tel Aviv, Marrakech, Paris. Et donc aujourd'hui, toutes les possibilités sont ouvertes en direct. Donc les accords d'Abraham, pour moi, c'était une signature extraordinaire. Et bien sûr, on se pince des fois, on dit est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai, et ça marche.
Et ce qui a été beau, c'est que le premier jour des accords, à la signature, on a annoncé, au nom de Sa Majesté, les vols directs entre Israël et le Maroc. Chose qu'ils auraient pu garder encore quelques semaines pour le faire. Mais ça a été fait, et je vois les anciens du Maroc en Israël qui sont âgés, qui ne peuvent plus voyager par l'Europe, etc. Et j'en suis ému, j'ai rencontré une dame à Marrakech, elle avait 82 ans, et elle me dit « J'ai fait le vol direct ». Et ça a été magnifique. Et donc, voilà, donc avec ces 3 passeports et la fierté de la France, que je remercie sans arrêt, parce que la France a un rôle à jouer. Je suis très heureux de l'entendre de la part des députés qui sont dans les commissions France-Israël et France-Maroc. Alors là, c'est beau d'être dans les 2 commissions, je vous envie. En tous les cas, mais je ne suis pas fait pour la politique. Alors, voilà, donc on va donner, il y a eu l'intervention de Madame Constance Lacry, mais elle a été faite. Donc nous passons à l'intervention du colonel Louis-Jean Duclos, ancien officier goumier, vice-président, représentant de l'association des Goums, la Koumia France, les Goums marocains aux côtés de la France dans la Deuxième Guerre mondiale. Mon propos n'a pas grand-chose à voir avec le thème général de cette table ronde, puisque le Naïma m'a demandé de parler des goumiers marocains. Les goumiers marocains n'ont effectivement aucun lien, aucun rapport avec ni l'État d'Israël, ni même avec les Israélites du Maroc de l'époque. Enfin, je vais donc remplir mon devoir et m'acquitter de mon exposé sur les goumiers. Alors, les Goums marocains constituèrent en mai 1956 le noyau dur de l'armée royale marocaine. Ils furent à l'origine des ils sont à l'origine dès avant l'instauration du protectorat, une création des Français. Ils servaient alors au maintien de l'ordre et à l'existence jusqu'aux limites du royaume de cet ordre qu'on pourrait appeler, du moins du temps lieuté, un ordre franco-chérifien. Après la défaite de la France en 1940, les conditions d'armistice imposées par les Allemands obligèrent les Goums à une relative clandestinité, mais après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en 1942, ils recouvrirent alors leur statut et au-delà. En novembre 1942, en effet, les Alliés, en fait les Américains, débarquent au Maroc et en Algérie. Ils trouvent sur place des éléments de l'armée française qui sont presque de rompre tout rapport avec le régime de Vichy. Sous l'impulsion du général Giraud, qui rivalise alors avec De Gaulle, ils n'ont de cesse que de reprendre le combat contre les Allemands et contre les Italiens. Avec un moment d'esprit dont ils disposaient, les Goums marocains prennent part au combat qui aboutissent en mai 1943 en Tunisie à la capitulation des restes de l'Afrique-Corse germanique. Ils acquièrent l'estime du commandement américain, ainsi le retrouve-t-on tout naturellement constitué avec d'autres troupes d'Afrique du Nord en tête de ceux qui libéreront la Corse et la Sicile. Constituant bientôt avec d'autres unités d'Afrique du Nord le corps expéditionnaire français, les Goums marocains, regroupés en 4 tabords, équivalent à 4 bataillons, contribueront aux ordres du général Juin à libérer toute l'Italie. Le général américain Bradley admire ses combattants et, je cite, fier de leur tradition d'homme libre,
sachant se montrer stoïque dans la souffrance et digne devant la mort. En juillet 1944, les d'abord marocains rembarquent de la péninsule italienne. Mais un mois plus tôt, la priorité stratégique des Alliés à l'ouest était accordée au front de Normandie et c'est ce qui allait s'en suivre. Le répit sera de courte durée pour les Goumiers, car le 16 août, ils débarquent en Provence, puis ce sera la libération de Marseille et la remontée d'un seul élan jusqu'au massif des Vosges. Ils y font alors partie de la première armée française, commandée par le général Delade de Tassigny. Ils y laissent un souvenir fort, loin des viols entre les accus en Italie. Écoutons plutôt ce qu'en écrit le maire de commune vosgienne en janvier 1945. Il écrit « Nous ne saurons jamais les oublier. Chacun et chacune de nous n'a qu'un seul désir, revoir ses bons Goumiers et les choyer, leur donner l'illusion momentanée de se retrouver en famille. » Au terme d'un rude hiver, en mars, les Tavors franchissent le Rhin en 1945, d'où, au terme d'une chevauchée épique, après avoir occupé Stuttgart en ruine, on les retrouve sur le lac de Constance, où le 23 juin, ils seront honorés de la visite de Sa Majesté le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, bientôt fait compagnon de la libération. Durant ces campagnes, de 1942 à 1945, 787 Goumiers, dont 57 officiers et sous-officiers, moururent pour la France, pour le Maroc et pour la liberté. Et si vous me permettez, je voudrais, en surmontant mon émotion, rappeler ces mots que nous prononçons souvent dans les rangs de la Kouya, notre association d'anciens Goumiers et d'enfants Goumiers. Qu'ils sachent d'un savoir certain combien nous les avons aimés. Merci beaucoup au colonel Louis-Jean Duclos. Je voudrais présenter M. Koresh Driss, docteur d'État en relations internationales et politique extérieure, ex-ministre plénipotentiaire, professeur visiteur des universités nationales et étrangères, membre de la Fédération mondiale de l'éthique des relations internationales. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente de l'Association internationale, ambassadrice, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de participer aujourd'hui à cette importante commémoration qui est de nature à susciter davantage notre attachement à l'histoire et à ses enseignements. Il s'agit d'une opportunité pour se baser sur le référentiel commun afin que la conscience mutuelle puisse demeurer vivante pour la valorisation de l'histoire et de la mémoire. À cette occasion, je voudrais m'associer aux hommages rendus aux grands hommes de notre histoire pour leur sacrifice au service des nobles causes de nos nations respectives, et leur engagement nous inspire à travers cette commémoration à faire partie de la marche du progrès et de ceux qui s'investissent pour la défense des valeurs de la paix, du développement de l'entente et du bien commun de l'humanité. Cette commémoration revêt une double signification dans le contexte du Maroc et de ses relations avec ses partenaires, avec
lesquels elle est en train de consolider une nouvelle ère d'histoire sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En tant qu'État-nation, avec son impulsion culturelle et civilisationnelle, le Maroc développe des relations avec ses partenaires et alliés sur la base d'un socle de valeurs et de constantes, ce qui permet à nos relations de devenir pérennes et à nos nations de devenir des acteurs incontournables sur la scène internationale, ayant en partage des défis, mais aussi des aspirations communes. Entre le Maroc et la France, cette mémoire commune constitue le socle d'une relation particulière que les deux nations entretiennent depuis longtemps et qui appelle à être préservée de par la force de son histoire partagée. Elle est aussi une relation d'avenir qui se consolide et se renouvelle face aux nouveaux défis qui affrontent le monde d'aujourd'hui. L'histoire de l'humanité nous a appris que la solidarité, le dialogue et la coopération représentent des principes immuables qui ont toujours prévalu pour asseoir un ordre mondial où règne la paix, la concorde et la compréhension mutuelle entre les différentes civilités. À travers l'histoire, la notion de défi a pris de nouvelles dimensions en interpellant l'ensemble des composantes sociopolitiques, économiques, culturelles, sociales et civilisationnelles. Cependant, l'histoire demeure une composante essentielle de notre réalité et de notre avenir. Considérée comme un fardeau pour les uns, ceux qui sont sans histoire restent toujours sans identité et sans existence. Pour d'autres, elle est appréhendée comme un leitmotiv pour renforcer la prise de conscience autour d'une vision constructive et de perspective d'avenir. En s'inscrivant dans la deuxième option, nous sommes appelés à valoriser des acquis, à tirer les enseignements pertinents du passé, afin de se projeter vers l'avenir en toute quiétude. Comme le disait Anatole France, c'est avec le passé qu'on fait l'avenir. Enfin, je voudrais saluer le rôle des acteurs de la société civile, dont la contribution à créer des synergies additionnelles et déterminantes pour gagner les différents paris, dont celui de vivre ensemble et du nouvel ordre que nous souhaitons autour des valeurs qui nous unissent. Je vous remercie de votre attention. Merci à M. Koresh Driss. Et permettez-moi d'ajouter quelques mots. Aujourd'hui, ça fait 1 an que M. Moumendar Srif, qui était pendant 18 ans le directeur général de l'école Ekam-Ethnie, qui j'ai eu l'honneur de le connaître il y a 3 ans en venant lui proposer, en tant que délégué de l'école d'ingénieurs de Beersheba et Ashdod, où il y a 5500 étudiants, je lui ai proposé
à la fin de ma mission avec cette école d'ingénieurs, où j'ai travaillé pendant 7 ans, je représentais pour l'Europe et le Canada, et je lui ai demandé s'il était prêt à signer un partenariat. Alors il m'a dit, mais moi je suis marocain. Alors attendez, il a sorti une kippa, il m'a montré des photos qui étaient à Jérusalem, il m'a dit après tout cet accueil, bien sûr que je vais signer ce partenariat. Et ce partenariat a été signé entre ECAM EPMI, Cergy Pontoise et l'école d'ingénieurs de Beersheba et Ashdod. Et ce qui est magnifique, c'est pour moi, pour ma part, il m'a invité à déjeuner 2 semaines après, il m'a dit, vous parlez beaucoup de la paix, j'ai un rêve. On peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ingénieur, philosophe, etc. Mais il faut avoir la paix à côté. Donc, je vous propose de... donc, il a initié le projet Grande École pour la Paix, et nous l'avons ouvert ensemble. Et depuis, je travaille pour cette école et plutôt pour ce projet. Donc, c'est l'instant, malheureusement, il nous a quittés il y a 1 an. Un grand hommage lui a été rendu il y a 2 semaines. Mais sa mémoire restera autour de ce projet qui, personnellement, est très important, mais je crois il est aussi une fierté de la France, puisque là où je vais, je dis que c'est un projet international, mais qui vient de la France. Et une deuxième chose importante, on va parler du Mali. C'est ça? Il y a M. Segat et d'autres, non? Malheureusement. Ah d'accord. Alors tu te présentes pas? Ah d'accord. Ok. Donc je vais terminer avec une chose très importante. Hier, j'ai eu la signature de l'école euro-méditerranéenne de Fès qui a signé un double accord pour moi. C'est avec l'école d'ingénieurs de Beersheba et Ashdod aussi. Et d'ailleurs, il se signe avec beaucoup d'universités entre le Maroc et Israël. Et là, hier, j'ai eu la confirmation de la signature et aussi pour la signature de se joindre à Grande École pour la Paix. Donc, je reste sur ce pour vous remercier infiniment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Et maintenant, on passe à la deuxième table ronde. Je vous présente aussi, je vous annonce l'arrivée de notre député, Gilles Guerreb, député de la 9e circonscription des Français à l'étranger. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup, merci Naïma, merci à l'association ambassadrice d'organiser ce moment d'échange et j'espère, je ne sais pas le format, est-ce qu'après on pourra discuter, mais je crois que le chronomètre fait qu'à 19h30, je crois qu'il faut rendre la salle. Alors, pardonnez-moi d'être arrivé si tardivement et de ne pas avoir pu assister au début des échanges et des tables rondes. J'étais avec le ministre Le Drian pour parler de l'influence française à travers le monde. Et donc on était à l'Alliance française à Paris et il a fait un discours pour tracer la feuille de route de l'influence française à travers le monde, c'est-à-dire les écoles françaises, les instituts français, les alliances françaises, etc. etc. Ça, c'est ma casquette de député des Français de l'étranger, c'est-à-dire celui qui représente la diaspora française à travers le monde, notamment sur la partie du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette partie du monde, comme vous le savez, l'association ambassadrice en est un des plus bels exemples. Il y a énormément d'associations actives pour valoriser, favoriser, développer l'amitié entre la France et les pays de ma circonscription. Et dans les pays de ma circonscription, un des pays les plus importants,
de ma circonscription au niveau au moins électoral. Peut-être que c'est mieux que je parle sans... Pardon. C'est mieux, pardon. Normalement, dans l'hémicycle, quand on parle, on a le droit d'enlever le masque, alors je me le permets. Et donc, le Maroc, dans ma circonscription, est un des pays les plus importants, pour ne pas dire le plus important, parce que plus de la moitié des électeurs de ma circonscription se situent au Maroc. Et donc, il y a une très forte présence française sur place. Il y en a beaucoup en Algérie, en Tunisie, un petit peu en Libye, et partout en Afrique de l'Ouest, il y a, ci et là, des grappes de Français, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mais le Maroc est pour moi très important à deux titres. D'abord, politiquement parlant, comme je vous le disais, c'est le pays le plus important de ma circonscription, mais à titre personnel, c'est pour moi un pays très important parce que, vous l'avez peut-être deviné pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis binational franco-marocain. Et donc mes parents sont d'origine marocaine. Alors, il se trouve que je répondais à l'invitation de Naïma et de l'association ambassadrice en pensant que j'allais parler uniquement du Maroc. Mais finalement, on parle, Naïma, du Maroc et de l'amitié et de la récente alliance avec Israël. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça a surpris beaucoup de monde, cette alliance et le nouveau rapport qu'il y a entre le Maroc et Israël. Mais en vérité, pour celles et ceux qui connaissent un peu l'histoire du Maroc, c'est pas du tout, c'est ni nouveau, ni choquant, ni rien. Moi, je suis originaire d'un village qui s'appelle Eit Ishaq. Mes parents sont originaires de Eit Ishaq. Et certainement dans mes aïeuls et dans mes ancêtres, il doit y avoir certainement un ancêtre juif quelque part. En tout cas, le fondateur de mon village est assurément un juif. Et c'est une fierté pour nous qui sommes issus des montagnes du Moyen Atlas de pouvoir se revendiquer aussi de cet héritage juif. Et je pense à mon ami Kamal Ashkar, qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle De Tinrir à Jérusalem, que je vous recommande à toutes et à tous d'aller voir. C'est un film extraordinaire où lui-même est originaire de Tinrir, et c'est un berbère comme moi, de Tinrir, mais qui a compris que de son village avait immigré une grande communauté juive. Alors, il immigrait dans les années 60 en partant de Tinrir à Jérusalem. Et donc, il a fait le chemin de Tinrir à Jérusalem pour aller sur les traces de ses ancêtres, de ses parents, etc., de toute cette diaspora-là. Et il est arrivé en Israël et effectivement, il était choqué parce que si vous avez vu ce film, c'est assez extraordinaire. Il a vu dans ses ancêtres de son village, dans ces personnes qui vivaient à Tinrir, il croyait qu'il était dans son bled. Il parlait en berbère vraiment dialectal, avec un accent très prononcé, etc. Et ils ont gardé cette culture-là. Et le plus émouvant dans le film, c'est quand une des mamans dit pour nous, on est en Israël, mais pour nous, la terre promise, pour nous, c'est Tinrir. C'est de retourner à Tinrir. Et un jour, on retournera à Tinrir. Et donc, finalement c'était assez paradoxal ou assez amusant. C'est un clin d'œil pour dire que, effectivement, si les Juifs migrent en Israël, c'est parce que pour eux, c'est la terre promise. Et effectivement, celles et ceux qui ont quitté les bleds du Moyen Atlas et qui ont la mémoire de ces bleds-là dans leur enfance, pour eux, revenir sur la terre de leurs parents, leur terre ancestrale, c'est une forme de pèlerinage et quelque chose qui relève aussi symboliquement de quelque chose de quasi religieux. En tout cas, pour vous dire, dans ce petit propos, merci Naïma de me donner l'occasion de le dire, pour vous dire qu'il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait c'est la normalité. Moi, député des Français du Maroc, dans la communauté marocaine, il y a énormément de personnes qui sont de culture juive et qui le revendiquent et qui vivent ensemble. J'étais il y a 3 semaines à Casablanca et nous avons fait Shabbat avec une famille juive qui vit là et qui en vérité est franco-maroco et même pas israélienne, mais franco-marocaine en vérité. Et donc elle vit
sa marocanité, et c'est ça la diversité et le pluralisme du Maroc, qui a été reconnu, je pense que vous l'avez dit certainement, par la réforme de la Constitution de 2011, l'héritage hébraïque de la culture marocaine, et tout ce qu'on doit, et j'en suis le bel exemple. Comme je le disais, mon village c'est Eit Ishaq, et là je ne peux pas mentir, c'est une réalité. Donc il y a plein de villages autour de chez moi, de Sfero, de Midelt, de toutes les personnes qui connaissent un peu le Moyen Atlas, ils voient qu'il y a énormément de cette trace, de cette présence juive dans le Maroc profond, et pas forcément dans les quartiers de Casablanca, ou même dans les quartiers de Casablanca, quand vous allez à Ziraoui, etc., vous voyez, cette présence, elle est là. Et donc, la vérité, c'est qu'il n'y a rien de choquant. Donc, voilà, je suis très heureux de pouvoir raconter ce témoignage personnel. Je m'y attendais pas vraiment. Moi, je voulais parler de l'amitié entre de l'amitié marocaine, etc. ici, et j'en suis très heureux. Et par contre, je vois beaucoup d'amis. Je remercie mon frère et ami Salah Bourdi qui est là aussi. Je ne vois que des amis dans cette salle. Et Naïma, bravo d'avoir réussi ce moment d'échange et de fraternité, parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, effectivement, peut-être que derrière ce rapprochement, il y a aussi un enjeu géostratégique important, évidemment. Et le Maroc ne s'en cache pas, et personne ne s'en cache. Mais la vérité, c'est que ça fait partie simplement d'une veine normale de l'histoire du Maroc. Il n'y a rien de choquant. Et c'est avant 2002, je crois même, il y avait une représentation de l'État israélien au Maroc, et qui a été fermée à cause des guerres, etc. Maintenant, les choses ont repris leur cours. Donc, la vérité, c'est qu'il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Et je dirais même plus, c'est le Maroc a cette histoire particulière avec la communauté juive, avec Israël, avec la France, etc. Mais il y a un autre pays dans ma circonscription qui a la même histoire. La vérité, c'est que c'est la Tunisie. En Tunisie, il y a une très grosse communauté juive. Moi, j'y vais souvent. Je pense à mes amis les Lyciens. Je vais souvent chez eux. Je fais souvent Shabbat chez eux. C'est comme de la famille. Et on a on a cette particularité en vérité au Maghreb. Et à l'époque, en Algérie, c'était pareil. Mon beau-père me dit, moi, tous les Shabbats, j'allais allumer les ampoules chez les Intel. Et donc, il y a en vérité, il y a cette unité dans cette diversité que nous sommes, et donc il n'y a absolument rien de choquant ni de problématique. Au contraire, je pense qu'il faut revendiquer cet héritage, c'est une fierté, et je dis bravo encore une fois à l'association Ambassadrice d'avoir organisé ce moment à l'Assemblée nationale. Bravo. Merci beaucoup, merci monsieur le député. Non. Monsieur l'a parlé de Tigre, mais tout le monde ne connaît pas, moi je ne sais pas si vous se trouvez. Ah, c'est dans le sud. À côté de Marrakech. S'il vous plaît, on va continuer. Merci infiniment, merci beaucoup, monsieur le député, et cher Mjid Guerreb, un homme formidable. Ce n'est pas parce qu'il est présent. Satan, pendant le confinement, il était bloqué au Maroc. Et pendant toute cette période, on a communiqué ensemble. Il m'a envoyé son programme, c'est-à-dire son calendrier journalier pour rester en contact avec les Français qui sont bloqués au Maroc et dans sa circonscription, que je transmettais moi aux personnes qui étaient en contact avec moi, qui étaient bloquées là-bas. C'est un homme formidable. Le mot est trop petit pour dire un homme formidable. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la deuxième table ronde, présidée par Maître. Bonsoir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis Maître Bawani Labib, avocat,
au barreau de la Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui sont présentes et qui ont répondu présentes. Et je remercie également les organisateurs, les organisatrices de cette conférence, notamment Naïma, qui m'a fait l'honneur de m'avoir invité à cette conférence. Et à noter que cette conférence ne peut confirmer une chose, c'est que c'est une occasion d'échange et de partage sur plusieurs thèmes. Notamment, c'est la mémoire commune et l'espoir commun entre les Français, les Marocains et les Israéliens, les Juifs. À travers le temps et l'histoire, les relations entre le peuple marocain et le peuple juif ont toujours été solides. Ça ne date pas que d'aujourd'hui, notamment dans cette région qui est le Maroc et la Méditerranée. Donc c'est une histoire qui date de plusieurs milliers d'années. Pour moi et pour d'autres, j'imagine que la normalisation des relations entre le Maroc et Israël n'est qu'une confirmation de cette volonté réciproque des deux peuples, juifs et marocains. Ainsi également à souligner que 20%, ces chiffres ils sont bons, 20% de la population israélienne ils sont d'origine marocaine. Notamment, on peut trouver plusieurs personnalités qui sont dans le gouvernement israélien, artistes, voilà. Donc scientifiques également. Au Maroc, nous avons cette chance d'avoir une culture juive qui fait partie de notre patrimoine national et nous sommes fiers de cela. Quand je vois les juifs marocains attachés à leur marocanité, cela ne peut confirmer que le devoir de mémoire que ces derniers ont vers le Maroc en général et notamment vers le sultan Mohamed V, le grand-père de Sa Majesté Mohamed VI, le roi actuel du Maroc, quand il a refusé de les donner, les délivrer au régime nazi pour la Shoah, malheureusement, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est moi, quand j'ai des amis juifs qui me disent le Maroc, franchement, il est au corps de... Il n'y a pas de mots à exprimer. C'est-à-dire, quand on pense à ce devoir de mémoire, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Un mot sur la France également, et notamment la ville de Paris, qui est la ville des Lumières. C'est-à-dire, quand on voit cette ville comme un carrefour de civilisation, de métissage et de culture autour de cela, on peut juste être fier d'être en France et s'interroger sur le rôle de la France qui a joué dans la normalisation des relations entre le Maroc et Israël et dans la signature des accords d'Abraham, qui était un rôle majeur et important. Ce rapprochement entre le Maroc et la France, entre le Maroc et Israël, ne peut confirmer une chose. C'est un bienfait, c'est un point positif, non seulement pour la génération actuelle, mais notamment pour la génération à venir. On sait que la conjoncture actuelle économique est très complexe, très compliquée, mais la mise en place de ces accords ne peut que donner espoir à plusieurs souches de chacune de sociétés, notamment le Maroc, afin de tendre la main au peuple juif et faire un pont de paix qui est un début d'un processus de paix très long dans longue durée. Pour moi, et pour le avant de la fin, les accords d'Abraham sont un début de notre page d'histoire qui se retourne et qui peut être que positive, et j'espère qu'il y a d'autres pays qui vont suivre sur ce point. Je vous remercie. Et maintenant, la parole à Monsieur l'élu Salah Bourdi. Merci beaucoup. Le micro marche, tu m'entends ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, chère Naïma, Madame la Présidente de l'Internationale ambassadrice.
pour cette invitation. Alors comme certains, je n'avais pas pris connaissance du sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, donc je vais changer un petit peu mon propos pour parler aussi de la communauté juive présente au Maroc. Alors tout d'abord me présenter, je suis Salah Bourdi, je suis élu en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine exactement, et je suis président fondateur d'une association qui s'appelle le Cercle Jeune de la Croix, qui est l'association des élus pour l'amitié entre la France et le Maroc. Association que mon voisin de gauche connaît très bien, puisque Naïma le soulignait tout à l'heure. Mejid El Guerab est quelqu'un d'extrêmement actif des deux côtés de la Méditerranée, et je peux également témoigner que toutes les personnes qui sont restées bloquées pendant ce corona et qui ont appelé les élus du Cercle Jeune de la Croix, on a relancé des appels vers Mejid El Guerab, donc il a été un petit peu le sauveur de quelques familles, et c'est l'occasion pour moi de te remercier chaleureusement, cher Mejid, pour tout ce que tu fais pour les élus et pour la coopération de la France et le Maroc. Le Cercle Jeune de la Croix, je le disais tout à l'heure, est une association d'élus pour l'amitié entre la France et le Maroc. On a plus de 250 adhérents aujourd'hui et on travaille à ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Avant, on parlait beaucoup de jumelage, aujourd'hui, on parle moins de jumelage, on parle plus de coopération décentralisée. Et encore avec le travail qu'a réalisé Mejid et d'autres élus, nous avons organisé en mars 2019 un forum à Casablanca, qui était une coopération entre la région Île-de-France de Mme Valérie Pécresse et du président Moustapha Bakouri, qui était le président à l'époque de la région de Casablanca-Stade. Nous avons pu emmener avec nous une centaine d'élus pour travailler justement sur la bonne gouvernance des territoires. Et l'anecdote que je peux raconter pour essayer de coller au sujet que Naïma nous a proposé ce soir, lorsqu'on a fait cette coopération décentralisée, on est parti avec une centaine d'élus, arrivé à Casablanca, on avait un dimanche où il y avait donc un creux dans l'agenda. Il fallait remplir le creux. Donc tout de suite, on s'est dit, bah, tiens, on va aller visiter la mosquée Hassan à Casablanca, puis l'ancien souk, puis la cathédrale. Et j'ai dit, tiens, pourquoi on ne visiterait pas quelque chose qui a à voir avec la communauté juive marocaine, mon prédécesseur l'a rappelé, qui existe au Maroc depuis des millénaires. Et on a donc visité le musée juif de Casablanca, j'espère ne pas dire de bêtises, mais l'un des rares musées juifs en terre musulmane. Et je me souviens très bien de la réaction des élus qui nous ont accompagnés, ils étaient vraiment extrêmement admiratifs du travail qui est fait par le Royaume du Maroc pour mettre en valeur le judaïsme marocain. Et on a passé un moment assez agréable. Donc je disais, le Cercle Jeune de la Croix travaille à la coopération entre la France et le Maroc. Bien sûr, on milite pour la reconnaissance des provinces du Sud, des provinces marocaines, on milite pour l'intégrité territoriale du Maroc, et c'est vrai que les accords qu'il y a eu aujourd'hui avec les États-Unis et Israël pour la reconnaissance des territoires marocains, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'action que nous menons au Cercle Jeune de la Croix. Le prochain événement qu'on organisera sera Essaouira. Essaouira aussi est une des terres, tu parlais tout à l'heure de Tidrir, mais Essaouira également fait partie de ces terres et qui a vu de grandes familles juives vivre au Maroc. Et cet événement qui sera donc organisé par les élus du Cercle, qui est donc à l'occasion du 40e anniversaire de la lutte contre la maladie que vous connaissez tous, le sida. Ce 40e anniversaire sera les chercheurs du monde entier, beaucoup de spécialistes vont se réunir à Essaouira pour le faire. Et c'est avec beaucoup de joie que nous organisons, nous sommes porteurs de ce projet, le Cercle Jeune de la Croix, et nous le portons avec un monsieur que vous connaissez tous ici, je crois, qui est monsieur André Azoulay. Donc là aussi, c'est une spécificité marocaine, je dois la redire, merci pour vous. Et voilà, qui est donc le conseiller de Sa Majesté, et qu'on est la personnalité du monde hébraïque proche de Sa Majesté, c'est parce que justement cette histoire du monde juif au Maroc est très importante. Alors, avant de conclure mon propos, remercier vraiment Naïma pour cette conférence, parce que quand on allume la télé, on entend certains candidats à la présidence de la République, on a l'impression que tout va mal en France, et je vois à travers cette conférence qu'au contraire, tout va bien, parce que nous sommes entre nous, on vient de cultures différentes, on vient parfois de pays différents, et on est là aujourd'hui à se féliciter d'être entre nous. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à prendre la parole aujourd'hui et plaisir à rencontrer M. Simon Skira, parce que nous sommes amis sur Facebook, je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer, et je voudrais vous dire, monsieur, toute l'amitié que je vous porte et tout le respect que je vous porte. Et quand j'ai entendu les propos d'un monsieur que je ne connaissais pas, le colonel Louis-Jean Duclos, mais plus grand respect. Moi je suis pas dans l'armée, je suis fonctionnaire de police, monsieur.
Et permettez-moi de vous dire tout le respect que j'ai pour vous. Et vraiment, merci à Naïma d'avoir rassemblé toutes ces personnalités. Je me sens vraiment très petit devant vous. Je vous le dis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le colonel, Monsieur Louis-Jean Duclos, c'est notre grand-père, notre patriarche. Il est né en 1925. Il est né en France, à Rouen. Il a tout son service militaire au Maroc. Et son premier poste, il était dans le secrétariat du Caïd de Taza, au Maroc. Il parle mieux que moi le dialecte marocain. Applaudissons-le. Commune, mémoire commune, sans mêlée. Et son père, il était décédé dans la guerre du Rif au Maroc pour défendre le drapeau marocain. Merci. Tous les honneurs, colonel. Je me lève pour le colonel. Bravo. Bravo. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Et comme le temps court derrière nous, il nous reste la troisième table ronde avec notre élu, Monsieur l'adjoint au maire de Créteil et président de la communauté juive à Créteil, Monsieur Albert Harrar, avec Monsieur Alexandre Bin, directeur de Cieux et président de Zémus, et notre élu aussi, adjointe au maire, Madame la Présidente Christiane Jouan Bruno. Bonsoir à tous, Madame la Présidente, chère Naïma, Monsieur le conseiller municipal, Monsieur le député, Madame la conseillère, Madame la maire adjointe, chers collègues. En fait, je vous avoue, j'ai rien préparé. Naïma, hier, grâce à mes secrétaires, elle a pu m'accrocher et me dire il faut venir. On a fait un événement extraordinaire ensemble au mois de juillet. C'était la fête du trône que nous avons célébrée au centre du jury européen. Et j'ai découvert une femme de conviction, une femme qui est déterminée. Malgré ses petits moyens, elle fait des choses extraordinaires. Elle nous a réunis ce soir à l'Assemblée nationale. Je suis rentré, moi-même j'ai été élu, parce que j'ai été décoré il y a 4 ans à l'Assemblée nationale. Donc Albert Harrar, président de la communauté juive de Créteil, maire adjoint, délégation d'urbanisme, mais tout le monde connaît ma marocanité. Alors vous avez vu ce juif marocain, né au Maroc, intégré en France, et bien sûr avec un ventricule droit, un ventricule gauche, dans un ventricule, et bien sûr attaché à toute notre terre d'Israël. Comme il a été dit tout à l'heure, que le juif, il a toujours cette phrase, dans la Pâque juive, c'est l'an prochain à Jérusalem, et ça c'est depuis que la Torah a été remise au Mont Sinaï. Alors, Naïma, merci de nous réunir ce soir. Je dirais un mot sur ces accords d'Abraham, dont c'est l'anniversaire, ces prochains jours. Je l'ai déjà dit, c'était tout à fait naturel. C'est des amours retrouvés. Il y a eu combien de relations entre pays, des ouvertures d'ambassades, des échanges économiques, mais on n'a jamais vu autant d'accords signés au lendemain du rapprochement Israël-Maroc. C'est assez exceptionnel. On a l'impression d'avoir des vannes qui étaient en attente et il fallait les ouvrir. Et là, on le doit à celui dont j'étais en admiration dans toute ma jeunesse. J'étais devant l'écran cathodique à écouter et à prendre par cœur ces conférences de presse de feu Sa Majesté Hassan II. Alors, quand vous avez parlé de la France, le Maroc, l'amitié France-Maroc, la France a toujours été un pays
avec le Maroc. Alors, roi Hassan II avait une phrase extraordinaire. Il disait, quand la France éternue, le Maroc s'ennuie. Et c'est vrai. Donc, tellement que les rapports étaient forts. Et pour Israël, combien le savent, l'histoire l'a montré, notre présence au Maroc sur les terres marocaines sont très anciennes. Vous avez évoqué tout à l'heure la ville de Saouira, qui était à 80% de population juive. Et combien, moi je suis attaché à mon Maroc, que je l'ai visité, là maintenant on est coupé, mais j'étais il y a 3 semaines, il n'y a pas, que ce soit dans le Moyen-Atlas, partout dans tout le Maroc, où il n'y a pas eu un ménage juif, où il n'y a pas eu un cimetière juif. La preuve en est, c'est que Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a réhabilité tous les cimetières juifs. Ils ont recensé combien de cimetières dans tout le Maroc, donc ce qui marque notre histoire et notre présence au Maroc. Et comme le disait aussi le feu Hassan II, il était précurseur, parce que vous avez parlé des accords de 2002, mais combien il y en a eu depuis la guerre de 6 jours, et un jour il avait dit, quand entre le génie juif et la richesse du monde arabe, cette partie du Proche-Orient serait le Hong Kong du monde. Et les gens, aujourd'hui, c'est des hommes comme ça qu'il nous faudrait. Donc ma troisième table, chère Naïma, tu m'as réservé le vivre ensemble. Alors, cette culture marocaine dans laquelle nous avons baigné toute notre jeunesse, on l'a importée. Moi je l'ai importée dans ma communauté, je dirais, de la municipalité dans laquelle je réside, où c'est une ville multiconfessionnelle. Les gens sont arrivés d'Algérie, de Tunisie, du Maroc en 1962, et il y a une continuité justement, cette symbiose qui a été vécue dans l'Afrique du Nord, il y a une continuité dans cette ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un modèle du vivre ensemble. Alors j'ai eu la chance d'être à l'école normale hébraïque de Casablanca, où j'avais un directeur dès notre jeune âge, nous réunissait les jeunes des écoles confessionnelles. On allait à la rencontre des écoles musulmanes et des écoles chrétiennes. Et ça, donc, tout est une question d'éducation, tout est une question de fondation. Alors aujourd'hui, ce que fait le Maroc, parce que tout le monde ne connaît pas la vie juive qu'il y a au Maroc, parce que plus de 50% de la population marocaine est âgée de moins de 20 ans. Donc aujourd'hui, j'ai visité une école il y a 3 semaines à Marrakech, où des enfants apprennent l'hébreu, apprennent l'histoire des Juifs. Alors aujourd'hui, pour se vivre ensemble, nous qui véhiculons justement des ondes positives par ces rapprochements, on doit communiquer tout ça, on doit enseigner tout ça. Il faut connaître l'autre. Et je terminerai par une chose. La beauté, c'est la fraternité. Dans tous les bâtiments de l'État, c'est liberté, fraternité, égalité. Alors le Corona ne fait pas de différence. Il n'a jamais exclu les catholiques, il n'a pas exclu les protestants, il a touché tout le monde. De cet exemple, nous sommes tous fait pareil, on doit communiquer, on doit dialoguer et on doit être tous des frères. Je te remercie. Eh bien, je parle à ma collègue, maire adjoint, du Hauts-de-Seine, c'est ça. J'ai bien retenu. Maire adjoint honoraire, parce que... Alors, je suis Christine Jouan-Bruno, maire adjoint honoraire, puisque j'ai été 25 ans maire adjoint de Boulogne-Billancourt, mais aujourd'hui, je suis surtout présidente de Femmes de Demain, une ONG que j'ai créée il y a près de 30 ans, qui a la chance et l'honneur de travailler avec l'UNESCO. Je suis aussi vice-présidente de l'UATI, qui est une très très grosse ONG mondiale, avec laquelle j'ai la chance d'être en partenariat officiel à l'UNESCO et de participer à beaucoup de moments qui vont dans le sens de ce qui a été évoqué ici ce soir et où l'on côtoie des personnes du monde entier. Alors Femmes de Demain, mon association que je préside depuis sa création, est très impliquée en Afrique. Beaucoup de mes amis élus m'appelaient souvent l'Africaine, ce qui est franchement pas fréquent à Boulogne-Billancourt, je vais vous dire. Mais voilà, je suis passionnée, j'ai eu la chance
de présider la consultation, d'avoir été élu pour présider la consultation sur la culture de paix pour les ONG à l'UNESCO en l'an 2000, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup d'ONG du monde entier et coup de cœur très fort pour l'Afrique à ce moment-là, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très profond, de précieux, d'unique, et de fait une amitié particulière pour le Maroc à ce moment-là, parce que j'ai senti ce qu'étaient les racines du Maroc, que je connaissais peu, que j'ai connu beaucoup mieux depuis. J'ai souvent été invitée, je donne des conférences dans X pays d'Afrique. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, mon cher député des Français de l'étranger, de vous croiser il y a 2 ans à Abidjan, auprès de notre ami Djedi Kayao. Lorsque vous étiez venu très agréablement, nous en étions ravis pour clôturer ce très beau colloque de femmes panafricaines. Et voilà, je suis très engagée, j'aime l'action autant que la pensée, mais puisque ce soir nous devons parler du vivre ensemble, je considère que le Maroc est une terre unique. Vous avez évoqué, monsieur, tout à l'heure Fès, et je voulais parler de Fès qui symbolise pour moi très particulièrement cette capacité d'unité, de conjonction, d'un multiculturalisme et de racines très variées, qui instaure régulièrement une conférence internationale sur le dialogue interreligieux et sur l'interculturel, qui est assez exceptionnelle. Et je pense qu'il est utile de pouvoir lire l'appel de Fès, qui vraiment dit ce qu'est le Maroc, ce qu'est cette terre emblématique, rare, qu'on ne connaît souvent pas assez bien, puisque vous portez dans votre racine, dans votre manière d'être et d'avoir fait cohésion, une histoire très singulière. Par ailleurs, Fès est également un lieu qui résonne de manière particulière. Sachez que récemment, au Conseil de l'Europe, c'était en novembre, le Maroc a été reconnu comme étant le pays qui défend le mieux le patrimoine juif. De fait, vous l'avez évoqué, il y a une culture et un respect des sites culturels qui est peu fréquent dans le monde où nous soyons et qui exprime très clairement le fait que vous vivez ensemble, vous avez vécu ensemble, et puisque ça, vous préservez la mémoire de ce qui a existé en projetant dans l'avenir, ce qu'exprime la pensée et la vie profonde marocaine. Je le dis d'autant plus que nous avons tout à l'heure entendu parler, et ô combien d'un homme méritoire, Audrey Azoulay, mais sa fille, Audrey Azoulay, qui dirige aujourd'hui l'UNESCO, est une femme, juste une icône féminine exceptionnelle, qui a réussi et qui exprime cette culture juive marocaine. Elle a réussi à mettre autour de la même table des gens qui s'étaient totalement séparés, la Palestine, Israël. Je pense qu'elle va faire revenir les États-Unis au sein de l'UNESCO fort heureusement, et je trouve qu'elle porte exactement le visage de ce que représente le Maroc dans le monde aujourd'hui, à savoir une femme universelle, une femme de paix, une femme qui a une profondeur de pensée et une capacité d'action exceptionnelle. Elle a réalisé, elle a un bilan de son mandat à l'UNESCO qui est remarquable. Nous ouvrons une nouvelle ère avec elle et je pense qu'elle marquera l'histoire du monde parce qu'elle porte en elle un talent particulier qui, je trouve, donne exactement la figure de ce qu'est ce Maroc que j'admire, que je respecte profondément, qui a la chance d'être appelé un royaume. Et ça n'est pas par hasard. Donc, bel avenir au royaume et à la terre du Maroc, dont le roi est un homme exemplaire. Et merci Naïma, on se connaît tellement et depuis très longtemps que je te remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole à notre directeur de CIE et président de Zémus, M. Alexandre Bin. Merci Naïma, Madame la présidente de l'association ambassadrice, Madame la présidente de l'association ambassadrice, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassades, des groupes d'amitié France-Maroc et France-Israël, Mesdames Constance Le Grip et Marie-Christine Verdier-Joucla, qui est marraine de l'événement, Madame Naïma Boguir, qui nous ressemble aujourd'hui ici à l'Assemblée, merci de votre invitation. Je commencerai peut-être par une anecdote, ou peut-être aussi d'abord par un remerciement. J'aimerais saluer la contribution du Maroc
au vivre ensemble, au dialogue interreligieux. Notre association CIEU est fondée depuis 2005 déjà. Elle a toute première à avoir réuni chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, sans religion non croyants, dans des dialogues interreligieux de quartiers populaires. Avant 2005, il y avait bien sûr des dialogues interreligieux, mais ils étaient bilatéraux, entre les juifs et les chrétiens, entre les juifs et les musulmans, entre les musulmans et les chrétiens, mais pas vraiment multilatéraux, et encore moins avec les non-croyants. On était les premiers dans les quartiers à l'avoir fait. Et tout cela, simplement parce que dans l'église où j'allais, on voulait rencontrer la synagogue d'à côté, de l'autre côté du trottoir, et là, visiblement, il n'y avait pas de contact. Un dimanche, avant d'aller à la messe, j'ai frappé à la porte de la synagogue, on m'a ouvert, et le président, Serge Menaï, m'a dit « mais nous attendons que ça ». Voilà, donc c'est parti comme ça, et le président de la synagogue est toujours président de la synagogue, il est maintenant président de l'association de CIEU. Alors oui, voilà, je vais effectivement remercier le Maroc, je dis bien le Maroc, pas seulement les Marocains, parce que je crois qu'il y a vraiment une volonté du royaume du Maroc de promouvoir le vivre ensemble. Alors, entre juifs et musulmans, c'est évident, on ne va pas y revenir, vous l'avez dit, mais c'est évident, et c'est un exemple, je dirais, pour l'ensemble des pays du Maghreb, avec aussi bien sûr la Tunisie, vous l'avez rappelé, mais également pour les chrétiens. J'ai discuté dernièrement avec le représentant de France Volontaire. France Volontaire, c'est l'organe, l'opérateur du ministère des Affaires étrangères pour les volontaires français à l'étranger. Et donc le représentant au Maroc me disait, mais bon, il est parfois difficile d'obtenir un visa longue durée pour l'envoi des volontaires. En revanche, quand c'est une structure catholique au Maroc qui le demande, systématiquement, elle obtient l'autorisation. Donc c'est pour vous dire que c'est bien le Maroc dans son ensemble qui effectivement favorise le dialogue interreligieux. Et là, on en bénéficie bien sûr en France, puisque dans nos rencontres, ce sont toujours des rencontres de quartier, il suffit simplement d'avoir un lieu de culte, enfin des lieux de culte, donc synagogue, mosquée, église, temple bouddhiste, que sais-je, dans un même quartier pour favoriser le dialogue interreligieux. Et quand les non-croyants peuvent participer et être représentés, c'est dans la mairie d'à côté que ça se passe. Voilà. Alors concrètement, c'est vrai que la contribution des Marocains, et notamment alors la première, Naïma Moguir, est réelle. Beaucoup de Marocains participent à des dialogues interreligieux et donnent une image de la France qui est l'inverse de celle qui est représentée parfois en France. Je vais vous dire, j'ai pas mal d'amis, notamment d'amis juifs, qui maintenant sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui vivent en Israël. Et alors, il se trouve notre association, qui est aussi l'anecdote par laquelle je vais commencer, elle a été reconnue, agréée par l'agence du service civique. Bon. Pourquoi? Parce que simplement, on a observé, comme beaucoup d'associations, un problème. Le problème, c'est que lorsqu'une synagogue est à côté d'une mosquée, à côté d'une église, d'un temple bouddhiste, que sais-je, les responsables de communauté ne se connaissent pas, et les communautés encore moins. Donc c'est un vrai problème parce que ça favorise le communautarisme, évidemment. Et puis les habitants du quartier qui sont croyants ou non croyants non plus ne les connaissent pas, donc on a essayé de fédérer un dialogue ensemble. Donc c'est ce problème-là qu'on a observé, on a essayé d'apporter une solution pour que ça fonctionne très bien dans les quartiers. Donc l'agence du service civique nous a reconnu, effectivement, comme c'est très souvent le cas lorsque les idées viennent des associations du terrain, à un moment donné, les établissements publics d'État reconnaissent effectivement et agréent pour un agrément. Très bien. C'est ce qui s'est produit. Donc on a aussi été les premiers à avoir proposé, parce que l'agence du service civique envoie des volontaires en France mais aussi à l'étranger, la destination Israël comme destination possible pour les volontaires français, parce qu'auparavant, Israël ne faisait pas partie effectivement de destination. Bon. Et au bout de quelques mois, ça a été quand même accepté. Dès 2012, nous avons été donc les tout premiers à envoyer des volontaires. Et puis en 2016, la France a souhaité être au même niveau que les Allemands, parce que les Allemands envoient beaucoup de volontaires, on connaît les raisons bien sûr en Israël. Et la France maintenant envoie autant de volontaires que les Allemands, mais un peu plus en Israël. Bon. Et alors, le directeur, le coordinateur général des volontaires français israéliens, en Israël, qui est responsable de l'association qui gère l'ensemble des volontaires israéliens et aussi étrangers en Israël, me dit dernièrement, à cause du Covid, j'ai plus de travail. On ne peut pas faire réunir bien sûr les volontaires, et je me retrouve sans mission, puisque l'association n'a plus le budget qu'elle avait auparavant pour vous. Eh bien, Alexandre, j'aimerais bien venir en France travailler, si tu as un job, j'aimerais bien. Alors ça, c'est extraordinaire. Je dis, mais tu te rends compte, nous en France, c'est souvent les Juifs qui partent de la France.
qui font leur aliyah et qui arrivent en Israël. Et toi, tu me dis, tu veux venir en France. Et bien, je trouve ça extraordinaire. C'est la preuve que tout ce qu'on fait avec nos amis marocains, juifs et chrétiens et sans religion en France, à Paris, c'est vu sur les réseaux sociaux et ça donne une image évidemment de la France extrêmement positive. Alors que des Israéliens puissent vouloir venir vivre, travailler en France, c'est quand même un bel hommage de notre réussite sur Naïma. Et je voulais donc commencer par cette petite anecdote. Voilà, le thème qui nous réunit aujourd'hui est la marche de l'histoire et la mémoire. L'objectif, bien sûr, ce n'est pas que de regarder en arrière, c'est de regarder vers l'avant, ensemble, Français, Marocains et Israéliens. Pour savoir où l'on va, regardons d'où l'on vient, ça a été dit effectivement, la mémoire est à la fois un port d'attache, une boussole, mais aussi une sagesse. Il est bon de retrouver dans la mémoire les traces de nos prédécesseurs, afin de poursuivre une route qui avance dans le brouillard. Car notre monde est aujourd'hui plongé dans un immense brouillard. Les routes sont rendues inquiétantes, voire dangereuses. Pire, les routes semblent se dérober derrière nous au fur et à mesure où nous avançons. Comme s'il devenait impossible de revenir en arrière, de faire demi-tour. Tant d'espoirs ont été réduits à néant. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 a commencé en France, et alors que nous pensions refermer la page, nous avons vaincu le terrorisme, nous avons espéré vaincre le terrorisme à sa source, à savoir en Afghanistan, mais au contraire, c'est le contraire qui se produit, c'est dans ce pays, en Afghanistan, qu'il triomphe aujourd'hui. Donc certains commentateurs, analystes politiques, anciens ministres même, de gauche comme de droite, estiment que l'Occident doit renoncer à universaliser les droits de l'homme. Il faut conserver chaque culture dans son jus, replier nos idéaux démocratiques à l'intérieur de nos frontières occidentales. On peut entendre ce discours chaque semaine sur les ondes des grandes radios, les grands médias français. Au repli sanitaire correspondrait un repli démocratique. Je ne partage pas cette opinion. La mise en place d'une culture démocratique demande du temps. En France, il a fallu près d'un siècle pour que la République ne soit plus renversée. Et c'est dans le pays arabe où l'Occident s'est le plus longtemps investi qu'est né le printemps des peuples, la fameuse révolution du jasmin, à savoir la Tunisie. Les relations entre les États-Unis et la Tunisie ont été nouées dès la fin du XVIIIe siècle, et avec la France un siècle plus tard. Mais à l'inverse de la Tunisie, l'Afghanistan n'a jamais eu de relations culturelles avec l'Occident, seulement des guerres depuis le XIXe siècle. Quelle que soit leur culture, les pays adoptent la démocratie. Quand un climat de confiance et de dialogue existe avec l'Occident, avec l'Europe en particulier et la France notamment. Nous pourrions aussi prendre un exemple, en exemple le Maroc, où le parti islamiste, qui était au pouvoir, vient de perdre les élections législatives en septembre dernier. La démocratie n'est pas occidentale, elle est un bien universel. C'est pourquoi je ne crois pas au relativisme. Le relativisme considère comme juste toute pratique ou toute opinion dès lors qu'elle est acceptée par une société donnée. Je ne pense pas qu'une conduite ou une croyance soit juste au seul motif qu'elle appartienne à la tradition d'un peuple. Le dialogue interreligieux doit au contraire permettre de discerner la valeur éthique, il y a aussi un représentant de l'éthique des relations internationales, la valeur éthique des convictions et des comportements indépendamment des traditions qui les justifient. Le dialogue interreligieux de proximité ne débouche donc pas sur un relativisme moral, mais sur une morale commune en référence à un absolu. Et c'est au nom de cette morale commune que les grandes religions universelles peuvent condamner le terrorisme, peuvent condamner la violence envers les femmes, l'arbitraire, l'obscurantisme religieux et la théocratie. C'est au nom de cette morale commune que nous avons construit, nous ensemble, Marocains, Israéliens et Français, un vivre ensemble et que nous pouvons promouvoir les valeurs démocratiques. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur le Président, merci beaucoup à vous toutes et tous. Comme vous savez, on devait libérer la salle déjà à 19h30. Là, on a tiré un petit peu. Merci, je remercie encore notre chère Madame Marie-Christine Verdi-Jocla,
Je remercie tous les élus ici autour de moi, les élus intervenants, tous les intervenants, toutes les présidentes et présidents d'associations et tous les participants à cette conférence. Et nous terminons par l'hymne national, s'il vous plaît. On va... Avant de passer à la Marseillaise aussi, je vous transmets les salutations chaleureuses de notre parrain, le colonel Jean-Paul de Bernis, qui ne pouvait pas faire 2000 km pour venir avec nous, mais il vous transmet ses salutations. Et aussi notre marraine de l'Andorre, Madame Nicole Ricard, ainsi que Madame Ginette Blotière, présidente des anciens combattants de la RATP en France, et Madame Joël Sikadi, bien entendu, maire de Puteaux. Et maintenant, la Marseillaise. On s'en charge de la voiture, le jour de gloire est arrivé contre nous.